Ce soir-là, autour d'une table que j'avais dressée avec amour, mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Maman, présente tes excuses à ma belle-mère ou quitte ma maison. » Je me souviens du silence qui a suivi. Un silence lourd, presque vivant, qui s'est posé sur la nappe blanche comme une tache indélébile. J'ai levé les yeux vers Liam, mon fils, mon unique enfant, l'homme que j'avais porté, élevé, protégé pendant 43 ans. Et j'ai vu un étranger. Je m'appelle Isabeau de Saint-Clair. J'ai 73 ans. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire d'un dîner qui a tout détruit et tout reconstruit. Liam avait organisé ce repas pour apaiser les tensions, selon ses mots. Moi, j'y étais allée avec un bouquet de pivoine blanche et une tarte tatin encore tiède. J'avais mis ma robe bleu nuit, celle que mon mari adorait. Charles était mort 3 ans plus tôt. Cancer foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Depuis, je vivais seule dans notre maison de Neuilly, entourée de ses livres, de son parfum encore accroché au rideau du bureau, et de ce vide qui n'a pas de nom. Liam était tout ce qui me restait. Et ce soir-là, il m'avait invité chez lui, chez eux, pour la première fois depuis des mois. La belle-mère de Liam s'appelait Geneviève Moreau, une femme au sourire froid et aux ongles impeccables. Elle avait élevé seule sa fille, Clémence, après un divorce retentissant dans les années 90. Clémence, elle, était douce. Trop douce, peut-être. Elle parlait peu, baissait souvent les yeux et semblait toujours attendre l'approbation de sa mère avant de répondre à la moindre question. Liam l'avait épousée 2 ans auparavant, une cérémonie rapide, presque précipitée. J'avais senti quelque chose d'étrange ce jour-là, mais je m'étais tue. On se tait souvent, nous les mères, de peur de perdre nos enfants. Ce soir-là, autour de la table, Geneviève parlait. Beaucoup. Elle racontait un voyage en Toscane, critiquait le vin que Liam avait choisi, corrigeait Clémence sur des détails sans importance. Moi, je l'écoutais poliment, les mains posées sur mes genoux. Puis elle a dit « Vous savez, Isabeau, il faut savoir lâcher prise. Les mères qui s'accrochent à leur fils finissent toujours seules. » J'ai senti mon cœur se serrer. Mais j'ai souri. J'ai dit « Je ne m'accroche à personne, Geneviève. J'aime simplement mon fils. » Elle a ri. Un rire léger, presque amusé. Justement, c'est ça le problème. Liam n'a rien dit. Clémence a baissé les yeux. Et moi, j'ai compris que ce dîner n'avait jamais été organisé pour apaiser quoi que ce soit. C'était un piège. Alors Geneviève a continué. Elle a parlé de la maison de Neuilly. Beaucoup trop grande pour une femme seule, a-t-elle dit. Elle a évoqué mes appels à Liam. Trop fréquents, selon elle. Elle a même mentionné l'alliance de Charles, que je portais encore à mon doigt. Il faudrait peut-être tourner la page, non? 3 ans, c'est long. J'ai posé ma serviette. J'ai respiré lentement. Et j'ai dit, d'une voix calme, « Geneviève, je ne sais pas ce que vous cherchez à obtenir ce soir, mais je vous assure que vous ne l'obtiendrez pas. » Le visage de Liam s'est durci. Il a frappé la table du plat de la main. « Maman, ça suffit. Présente tes excuses à Geneviève ou quitte ma maison. Maintenant. » Je me suis levée, lentement. J'ai regardé Geneviève droit dans les yeux. Elle souriait. Ce sourire froid, victorieux, de celle qui croit avoir gagné. Alors j'ai dit 3 mots. 3 mots seulement. Garde-le bien. Puis je suis partie. Sans me retourner. Sans un mot de plus. J'ai refermé la porte derrière moi et en traversant le jardin, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais aussi, quelque chose se libérer. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. 2 semaines plus tard, un matin de novembre, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. C'était Liam, le visage défait, les yeux rouges. Il tremblait. « Maman, le banco a tout bloqué. L'avocate a appelé. La maison est sous-saisie. Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai regardé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais enfin retrouvé ma voix. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce matin-là, devant ma porte, avec mon fils défait et tremblant, je dois vous ramener en arrière, bien en arrière. Parce que pour comprendre comment on en arrive à dire 3 mots et partir, il faut d'abord comprendre ce qu'on laisse derrière soi. J'ai rencontré Charles de Saint-Clair en 1970, dans une librairie du 6e arrondissement. J'avais 21 ans, lui, 28. Je cherchais un recueil de Prévert. Lui lisait Camus, appuyé contre une étagère, lunettes sur le nez,
l'air sérieux et un peu distant. Il a levé les yeux vers moi et m'a dit « Vous cherchez de la poésie ou des réponses ?» J'ai ri. J'ai répondu « Les deux, je crois. » Il a souri. Et ce sourire, je m'en souviens encore aujourd'hui. Comme si quelque chose dans l'univers venait de se mettre en place. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, en juin 1972, dans une petite église de Provence où sa famille avait une bastide. Il pleuvait ce jour-là. Une pluie fine, presque poétique. Ma mère disait que la pluie le jour du mariage portait bonheur. Elle avait raison. Charles était architecte, pas un architecte ordinaire. Il dessinait des bâtiments avec la même rigueur qu'un poète choisit ses mots. Chaque ligne avait un sens, chaque espace, une respiration. Il me disait souvent « Un lieu doit raconter une histoire, Isabeau. Sinon, ce n'est qu'un tas de pierres. » Nous avons acheté la maison de Neuilly en 1975. Une demeure bourgeoise du début du siècle, avec un jardin clos de murs, un magnolia centenaire et des volets bleu pâle. Charles a tout restauré lui-même. Les moulures, les parquets, les cheminées en marbre. Il passait des heures dans son bureau, penché sur des plans, un crayon derrière l'oreille, une tasse de café froid à portée de main. Moi, je m'occupais du jardin. Je plantais des roses, des hortensias, des pivoines blanches, ses préférées. Le soir, nous dînions sur la terrasse, sous le magnolia, et il me racontait ses projets, ses rêves, ses doutes aussi. Nous parlions de tout, de politique, de littérature, de la vie. Nous nous disputions rarement. Et quand cela arrivait, c'était toujours avec respect. Charles disait « On ne crie pas sur ceux qu'on aime, on leur parle ». Liam est né en 1982, un matin de mars sous un ciel gris perle. Je me souviens de Charles tenant ce petit être dans ses bras, les larmes aux yeux, murmurant « Il a tes yeux, Isabeau ». Ce n'était pas vrai. Liam avait les yeux de son père, noisettes, avec des reflets dorés. Mais Charles voulait me faire plaisir. C'était un homme comme ça. Liam a grandi dans cette maison, dans ce jardin, entre les livres de son père et mes rosiers. Il était curieux, sensible, un peu solitaire aussi. Il passait des heures à dessiner, assis dans le bureau de Charles, tandis que son père travaillait à côté de lui en silence. Charles ne le forçait jamais. Il le laissait explorer, rêver. Il disait « Un enfant doit trouver son propre chemin, pas marcher dans les traces de son père ». Liam aimait la musique, le piano surtout. À 12 ans, il a commencé à prendre des cours. Chaque soir, après le dîner, il s'installait devant le vieux piano droit du salon et jouait. Chopin, Debussy, Satie. Charles et moi nous asseyions dans le canapé, en silence, et nous l'écoutions. Ces moments-là, je ne sais pas comment les décrire. C'était comme si le temps s'arrêtait, comme si tout ce qui comptait vraiment se trouvait dans cette pièce, dans ces notes, dans ce silence partagé. Mais il y avait aussi des tensions, petites, discrètes, comme des fissures invisibles dans un mur. Liam admirait son père, énormément, peut-être trop. Charles avait une présence imposante, une autorité naturelle, pas tyrannique, jamais. Mais il était difficile de se sentir à la hauteur à côté de lui. Un jour, Liam avait 16 ans, il a dit à son père « Je ne veux pas devenir architecte, je veux faire de la finance ». Charles a levé les yeux de son journal. Il a regardé Liam longuement. Puis il a dit, calmement, « Alors fais de la finance. Mais fais-le bien, fais-le avec intégrité. » Liam a baissé les yeux. Je crois qu'il s'attendait à une bataille, à une déception. Mais Charles ne fonctionnait pas comme ça. Il respectait les choix de son fils, même ceux qu'il ne comprenait pas. Les années ont passé. Liam est entré à HEC, puis il a travaillé dans une banque d'affaires. Il gagnait bien sa vie, très bien même. Mais quelque chose avait changé en lui. Il était devenu plus distant, plus sec, moins présent. Il venait déjeuner le dimanche, mais il regardait son téléphone pendant le repas. Il posait des questions polies, mais n'écoutait pas vraiment les réponses. Charles s'en inquiétait. Il me disait, le soir dans notre chambre, « J'ai l'impression de perdre mon fils, Isabeau ». Je le rassurais. Je lui disais que c'était normal, que Liam construisait sa vie, que nous devions lui faire confiance. Mais au fond, moi aussi, je sentais ce vide se creuser. Puis Charles est tombé malade. C'était en 2018. Un automne pluvieux. Il s'est plaint de douleurs abdominales, de fatigue, de nausées. On a fait des examens. Cancer du pancréas. Stade 4. Le médecin nous a dit, avec une douceur terrible, 6 mois, 1 an, au mieux. Charles a hoché la tête. Il m'a pris la main.
Et il a dit « Alors, on va en profiter ». Ces 6 mois ont été les plus intenses de ma vie. Charles a arrêté de travailler. Il a vendu son cabinet. Il a mis de l'ordre dans ses affaires. Mais surtout, il a vécu. Nous avons voyagé, pas loin, juste en Normandie, en Bretagne, dans les Alpes. Nous avons marché sur les plages, regardé les couchers de soleil, parlé pendant des heures. Liam venait nous voir, plus souvent qu'avant, mais il était mal à l'aise. Je le sentais. Il ne savait pas quoi dire à son père, comment être présent face à la mort. Charles, lui, était serein. Il disait « La mort ne me fait pas peur, Isabeau. Ce qui me fait peur, c'est de te laisser seule. » Je pleurais, beaucoup. Mais devant lui, je souriais. Je voulais qu'il parte en paix. Il est mort un matin de février 2019, dans notre lit, ma main dans la sienne. Il a ouvert les yeux une dernière fois. Il m'a regardé, et il a murmuré « Merci, pour tout ». Puis il est parti, doucement, comme on s'endort. L'enterrement a eu lieu à Neuilly, sous une pluie fine. Liam était là, habillé de noir, le visage fermé. Il a prononcé quelques mots devant l'assemblée, des mots justes mais froids. Après la cérémonie, il m'a prise dans ses bras, brièvement. Puis il est reparti. Et pendant des mois, je suis restée seule dans cette grande maison, entourée des livres de Charles, de son parfum, de ses dessins. Je portais son alliance autour de mon cou, accrochée à une fine chaîne en or. Je la touchais souvent, comme pour me rappeler que tout cela avait été réel, que cet amour avait existé. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 1 an plus tard, Liam m'a annoncé qu'il se mariait, avec Clémence. Je ne la connaissais pas. Je l'avais rencontrée une seule fois, lors d'un déjeuner rapide. Elle semblait gentille, discrète, effacée. Mais ce qui m'a frappée ce jour-là, c'était la présence de Geneviève, sa mère. Elle parlait à la place de Clémence, décidait pour elle, répondait avant elle. Et Liam souriait, comme si tout cela était normal. Le mariage a été organisé en 6 semaines. Pas de grande cérémonie, juste une mairie et un déjeuner dans un restaurant chic. Geneviève a tout supervisé, le menu, les fleurs, les invitations. Moi, j'étais spectatrice. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai ouvert le tiroir du bureau de Charles. J'ai sorti une vieille photo de Liam enfant, assis sur les genoux de son père, souriant. Et j'ai pleuré. Parce que je savais, au fond de moi, que quelque chose venait de se briser. Définitivement. Après le mariage de Liam, j'ai essayé de me convaincre que tout irait bien, que mon fils était heureux, que Clémence était une bonne personne, que je devais simplement accepter cette nouvelle réalité et trouver ma place dans leur vie. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Pas du tout. Les premiers mois, Liam m'appelait encore. Pas souvent. 1 fois par semaine, peut-être. Des conversations courtes, superficielles. « Ça va, maman ? » ?»« Oui, mon chéri. Et toi ? » ?»« Bien. »« Le travail est intense. Je t'embrasse. » Puis il raccrochait. Je restais là, le téléphone à la main, avec ce sentiment étrange d'avoir parlé à un inconnu poli. J'ai commencé à les inviter à déjeuner le dimanche, comme avant, comme nous le faisions avec Charles. La première fois, Liam est venu seul. Clémence était fatiguée, selon lui. La deuxième fois, ils sont venus ensemble. Mais Clémence parlait à peine. Elle répondait par monosyllabes, les yeux baissés, comme si elle attendait une permission pour exister. La troisième fois, ils ont annulé. Geneviève a organisé un déjeuner chez elle. Et c'est devenu un schéma. Chaque fois que j'invitais Liam, il y avait une excuse, un empêchement, un autre engagement. Souvent, avec Geneviève, je ne comprenais pas. Pourquoi cette femme occupait-elle autant de place dans la vie de mon fils? Pourquoi Liam, qui avait toujours été indépendant, semblait désormais tourner autour d'elle comme un satellite? Un jour, j'ai posé la question. Nous étions au téléphone. Liam venait encore d'annuler un déjeuner. J'ai dit, aussi calmement que possible, « Mon chéri, j'ai l'impression que tu passes plus de temps avec Geneviève qu'avec moi. » Il y a eu un silence. Puis il a répondu, sur un ton légèrement irrité, « Maman, Geneviève est seule. Elle a besoin de nous. Toi, tu es forte. Tu peux te débrouiller. » J'ai senti quelque chose se glacer en moi. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste murmuré, « Bien sûr, je comprends. » Et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai ouvert le tiroir du bureau de Charles. Je le faisais souvent, depuis sa mort. C'était devenu un rituel, une façon de me sentir moins seule. À l'intérieur, il y avait ses carnets de notes, ses crayons, ses lunettes.
et une enveloppe Kraft, épaisse, fermée avec du scotch. Sur l'enveloppe, il avait écrit, de sa belle écriture fine, « À ouvrir en cas de nécessité. » Pour Isabeau. Je l'avais déjà vue, des dizaines de fois, mais je ne l'avais jamais ouverte, parce que Charles m'avait dit, quelques semaines avant sa mort, « Ce qui est dans cette enveloppe, Isabeau, c'est une protection, une assurance. J'espère que tu n'auras jamais à t'en servir. Mais si un jour tu en as besoin, tu sauras. » Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais ce soir-là, en tenant cette enveloppe dans mes mains, j'ai senti un frisson me traverser, comme un pressentiment. Les semaines ont passé. Liam s'éloignait de plus en plus. Il ne répondait plus toujours à mes appels. Parfois, je tombais directement sur le répondeur. Je laissais des messages, courts, légers. « Bonjour mon chéri, c'est maman. Juste pour prendre de tes nouvelles. Rappelle-moi quand tu peux. Je t'embrasse. » Mais il ne rappelait pas toujours. Et quand il le faisait, c'était expédié, pressé. « Désolée maman, beaucoup de boulot. On se voit bientôt, promis. » Un jour, j'ai croisé une ancienne amie de la famille, Madeleine, au marché de Neuilly. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit, avec cette franchise brutale qu'ont parfois les gens de notre génération, « Isabeau, tu as l'air épuisé. Tu vas bien ?» J'ai souri. Ce sourire automatique qu'on met quand on veut rassurer les autres. « Oui, oui. Juste un peu fatigué. » Elle a froncé les sourcils. « Et Liam ? On ne le voit plus beaucoup. » J'ai hésité. Puis j'ai dit, en pesant chaque mot, « Il est très occupé. Il a sa vie maintenant. C'est normal. » Madeleine m'a regardé droit dans les yeux. Et elle a dit, avec une douceur terrible, « Isabeau, ne te laisse pas oublier. » Je n'ai pas répondu. Mais cette phrase m'a hanté pendant des jours. Puis, il y a eu cet appel, un soir de novembre. Il devait être 20 heures. Mon téléphone a sonné. C'était Liam. J'ai décroché, le cœur battant. Il appelait rarement le soir. « Allô, Liam ? » « Oui, maman. Écoute, je voulais te prévenir. Clémence et moi, on a acheté une maison. » J'ai souri. Ça, c'était une bonne nouvelle. « Oh, c'est merveilleux, mon chéri. Où ça ? » « À Levallois. Pas très loin de chez toi. » Mon cœur s'est réchauffé. Pas très loin. Ça voulait dire que je pourrais les voir plus souvent. Passer les voir. Peut-être partager des dimanches à nouveau. C'est une excellente nouvelle, Liam. Je suis si heureuse pour vous. Il y a eu un silence. Puis il a ajouté, d'une voix plus froide, « Geneviève va habiter avec nous, dans l'aile ouest de la maison. Elle a besoin d'être entourée. » J'ai senti mon sourire se figer. « Geneviève va vivre avec vous ? » « Oui, c'est important pour Clémence. Et pour moi aussi. » J'ai essayé de garder un ton calme. « Mais, Liam, vous êtes jeune marié ? Vous n'avez pas besoin d'espace ? D'intimité ?» Il a soupiré, un soupir agacé. « Maman, on ne va pas refaire ce débat. Geneviève fait partie de notre famille. Point. » Puis il a ajouté, comme pour clore la conversation, « On organise un dîner la semaine prochaine pour inaugurer la maison. Je t'envoie les détails par message. » Et il a raccroché. Je suis restée assise dans le salon, le téléphone à la main, le regard perdu dans le vide. Geneviève allait vivre avec eux, dans leur maison, dans leur quotidien, dans leur vie. Et moi, j'étais invitée à un dîner, comme une connaissance lointaine. Le soir du dîner est arrivé. J'ai mis ma robe bleu nuit, celle que Charles aimait. J'ai pris un bouquet de pivoine blanche et une tarte tatin, encore tiède. J'ai conduit jusqu'à Levallois, le cœur serré, en essayant de me convaincre que tout irait bien, que ce n'était qu'un dîner, que j'allais être polie, chaleureuse et que tout se passerait bien. Mais en arrivant devant la maison, j'ai senti quelque chose d'étrange, une tension, une lourdeur dans l'air. Liam m'a ouvert la porte. Il m'a embrassée rapidement sur les joues. « Salut maman. Entre. » Clémence était dans le salon. Elle m'a souri timidement. « Bonsoir Isabeau. »« Bonsoir Clémence. » Et puis Geneviève est apparue. Elle portait une robe crème, impeccable. Ses cheveux étaient tirés en arrière, ses ongles vernis de rouge sombre. Elle m'a regardé de haut en bas. Puis elle a dit, avec un sourire poli mais glacial, « Isabeau, quelle surprise. Je ne pensais pas que vous viendriez habillée si simplement. » J'ai senti mes joues s'empourprer, mais j'ai souri. J'ai dit « Bonsoir Geneviève » et je suis entrée. Le dîner a commencé dans une ambiance tendue. Geneviève parlait, beaucoup. Elle racontait comment elle avait aidé Liam et Clémence à choisir la maison, comment elle avait supervisé les travaux, comment elle avait choisi les meubles, les rideaux, les couleurs. Sans moi, disait-elle en riant, cette maison n'aurait jamais été habitable.
Liam souriait. Clémence acquiesçait. Moi, je mangeais en silence. Puis Geneviève s'est tournée vers moi. Elle a dit, d'un ton presque maternel, « Vous savez, Isabeau, il faut savoir lâcher prise. Les mères qui s'accrochent à leur fils finissent toujours seules. » J'ai levé les yeux vers elle. J'ai senti quelque chose bouillir en moi. Mais j'ai gardé mon calme. J'ai répondu doucement, « Je ne m'accroche à personne, Geneviève. J'aime simplement mon fils. » Elle a ri. Un rire léger, presque amusé. « Justement, c'est ça le problème. » Liam n'a rien dit. Clémence a baissé les yeux. Et j'ai compris. J'ai compris que ce dîner n'avait jamais été organisé pour me rapprocher d'eux. C'était une mise en scène, un spectacle. Et j'étais la cible. Geneviève a continué. Elle a parlé de la maison de Neuilly. « Beaucoup trop grande pour une femme seule », a-t-elle dit. Elle a mentionné mes appels à Liam. Trop fréquents, selon elle. Elle a même évoqué l'alliance de Charles, que je portais autour du cou. Il faudrait peut-être tourner la page, non? 3 ans, c'est long. J'ai posé ma serviette. J'ai respiré profondément. Et j'ai dit, d'une voix calme mais ferme, « Geneviève, je ne sais pas ce que vous cherchez à obtenir ce soir, mais je vous assure que vous ne l'obtiendrez pas. » Le visage de Liam s'est durci. Il a frappé la table du plat de la main. « Maman, ça suffit. Présente tes excuses à Geneviève, ou quitte ma maison, maintenant. » Le silence s'est abattu sur la table. Clémence avait les larmes aux yeux. Geneviève souriait, ce sourire froid, victorieux. Et moi, je me suis levée, lentement. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais porté, élevé, aimé. Et j'ai vu un étranger. Alors j'ai tourné mon regard vers Geneviève. Elle me fixait, triomphante. Et j'ai dit, d'une voix claire, « Garde-le bien. » Puis je suis partie. En traversant le jardin sous la pluie fine qui commençait à tomber, j'ai touché l'alliance de Charles, accrochée à mon cou. Et j'ai senti une étrange sensation, comme si quelque chose venait de se briser, mais aussi comme si quelque chose venait de commencer. Je suis rentrée chez moi ce soir-là sous une pluie battante. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, je me suis appuyée contre le mur du vestibule et j'ai fermé les yeux. Le silence de la maison m'a enveloppée. Ce silence familier, lourd, vivant. J'ai enlevé mes chaussures. Ma robe était trempée. Mes cheveux collaient à mon visage. Mais je ne pleurais pas. Pas encore. Je suis montée dans ma chambre. J'ai enfilé une robe de chambre. Et je me suis assise devant la fenêtre qui donnait sur le jardin. Le magnolia centenaire se balançait sous le vent. Et j'ai pensé à Charles, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait. Les jours qui ont suivi ont été étranges. J'attendais un appel de Liam, des excuses, une explication. Mais rien, pas un message, pas un mot. Le silence absolu. Au début, je me suis dit que c'était normal, qu'il avait besoin de temps, que j'avais peut-être été trop dure en partant comme ça. Alors j'ai fait ce que font beaucoup de mères. J'ai cherché des excuses à mon fils. Il est sous pression. Geneviève doit le manipuler. Clémence est fragile. Il ne veut pas créer de conflit. Je me répétais ces phrases comme une litanie, parce qu'accepter la vérité, que mon fils m'avait humilié devant cette femme, qu'il m'avait chassé de sa maison, c'était trop douloureux. Une semaine après le dîner, j'ai craqué. J'ai appelé Liam. Ça a sonné longtemps, très longtemps. Puis il a décroché. « Allô ?» Sa voix était froide, distante. J'ai pris une grande inspiration. « Liam, c'est maman. » Je sais. Un silence. J'ai continué, d'une voix que je voulais douce, conciliante. « Mon chéri, je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé l'autre soir. » Il a soupiré. Un soupir agacé. « Il n'y a rien à dire, maman. Tu as été désagréable avec Geneviève. Tu es partie sans t'excuser. C'est tout. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Liam, c'est elle qui m'a provoqué. Tu étais là. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Maman, arrête. Geneviève était polie. C'est toi qui as tout pris de travers. » J'ai fermé les yeux. « Mon chéri, Il m'a coupé. « Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Si tu veux qu'on se revoie, tu sais ce que tu as à faire. Présente tes excuses à Geneviève. Sinon, eh bien, je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne un peu de distance. » J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. De la distance? Oui, pour le bien de tout le monde. Et il a raccroché. Je suis restée assise dans le salon, le téléphone à la main, incapable de bouger. Mon fils venait de me dire qu'il valait mieux prendre de la distance, comme si j'étais un problème, une nuisance, quelque chose dont il fallait se débarrasser. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
J'ai erré dans la maison, de pièce en pièce. Je suis passée devant la chambre de Liam, celle qu'il occupait quand il était enfant. Elle était restée presque intacte, ses livres, ses dessins, son vieux piano. Je me suis assise sur le lit, et là, enfin, j'ai pleuré. Pas des larmes douces, non, des sanglots violents, profonds, comme si quelque chose se déchirait en moi. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les semaines ont passé. Novembre est devenu décembre. Les rues se sont illuminées pour les fêtes. Les vitrines brillaient. Les gens souriaient. Mais moi, je m'enfonçais dans une solitude que je n'avais jamais connue. Même après la mort de Charles. Parce qu'à l'époque, j'avais Liam. J'avais encore mon fils. Mais maintenant, je n'avais plus personne. J'ai essayé de m'occuper, de remplir mes journées. Je me promenais dans le jardin. Je lisais. Je cuisinais des plats que personne ne mangerait. Je regardais les photos de Liam enfant, adolescent, jeune homme. Et je me demandais où tout avait basculé. Quand avais-je perdu mon fils? Était-ce après la mort de Charles? Pendant son mariage? Avant même? Je ne savais plus. Un matin, j'ai reçu une carte de vœux. Une carte élégante, avec des lettres dorées. À l'intérieur, il y avait écrit « Joyeuse fête, Liam, Clémence et Geneviève ». Pas « maman », pas « nous pensons à toi », juste nos 3 noms, comme sur une carte professionnelle. J'ai posé la carte sur la table de la cuisine, et je l'ai regardée pendant des heures. Le soir du réveillon, je suis restée seule. J'ai allumé un feu dans la cheminée. J'ai mis une nappe blanche. J'ai sorti la belle vaisselle, et j'ai dressé 2 couverts. Un pour moi, un pour Charles. Je sais que ça peut paraître étrange, peut-être même un peu fou, mais j'avais besoin de sentir sa présence, de lui parler. Alors j'ai servi du vin dans son verre, j'ai mis du pain dans son assiette, et je lui ai parlé. Charles, je ne sais plus quoi faire. Ma voix tremblait. Notre fils, je ne le reconnais plus. Il me traite comme une étrangère, comme si j'étais un poids, une gêne. J'ai touché l'alliance autour de mon cou. Tu m'as dit un jour que si j'avais besoin de cette enveloppe, je le saurais. Eh bien, je crois que ce moment est arrivé. Après le dîner, je suis montée dans le bureau de Charles. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti l'enveloppe Kraft. Et cette fois, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents. Des actes notariés, des titres de propriété, des relevés bancaires et une lettre, écrite de la main de Charles. J'ai commencé à lire. Ma chère Isabeau, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là, et c'est que tu en as besoin. Je connais notre fils, je l'aime profondément, mais je connais aussi ses failles. Liam a toujours cherché à être aimé, à être validé, parfois au prix de sa propre intégrité. J'ai peur qu'un jour, quelqu'un profite de cette faiblesse, qu'il se laisse manipuler, qu'il t'oublie. Alors j'ai pris des précautions. La maison de Neuilly est à ton nom, entièrement, légalement. Aucun notaire ne peut te la retirer. Mais ce que Liam ne sait pas, et ce que personne ne sait, sauf mon avocat, Maître Dufresne, c'est que j'ai également créé une fondation. Cette fondation gère l'ensemble de nos biens, les actions, les placements, les propriétés locatives, tout. Liam est bénéficiaire, mais à une condition que tu sois encore vivante et en accord avec les décisions prises. Si un jour tu sens que Liam s'éloigne de toi de manière irréversible, si tu sens qu'il te trahit ou qu'il agit sous l'influence de personnes malveillantes, tu peux activer une clause. Cette clause gèle tous les biens pendant une période déterminée, et elle te donne le contrôle total. Je ne te demande pas de l'utiliser par vengeance, Isabeau, jamais. Ce n'est pas qui tu es. Mais si un jour notre fils perd de vue ce qui compte vraiment, l'amour, la famille, le respect, alors peut-être que cette épreuve lui permettra de se retrouver. Maître Dufresne a toutes les instructions. Il suffit de l'appeler. Je t'aime, Isabeau, et je te fais confiance. Charles, j'ai relu la lettre 3 fois, les mains tremblantes, le cœur battant. Charles avait tout prévu. Il savait. Il avait vu quelque chose en Liam que moi, je refusais de voir. Une fragilité, une faiblesse. Et il avait voulu me protéger. Mais je ne voulais pas utiliser cette clause. Pas encore. Parce que geler les biens de mon fils, c'était cruel. C'était violent. Et moi, je n'étais pas comme ça. Alors j'ai rangé la lettre. J'ai remis les documents dans l'enveloppe et je me suis dit, je vais attendre. Je vais lui laisser une chance. Il va revenir. Il va comprendre. Janvier est arrivé. Puis février.
Toujours rien. Pas un appel, pas un message. Liam m'avait effacé de sa vie. Un jour, début mars, j'ai croisé Madeleine au marché. Elle m'a serré dans ses bras. « Isabeau, tu as maigri. Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Ce mensonge automatique. « Oui, oui, tout va bien. » Elle m'a regardé dans les yeux. « Tu n'as pas à être forte tout le temps, tu sais ?» Ces mots m'ont transpercée, parce que c'était exactement ce que Liam m'avait dit. « Toi, tu es forte. Tu peux te débrouiller. » Comme si ma force m'empêchait d'avoir besoin d'amour, de présence. Ce soir-là, j'ai pris le téléphone. J'ai composé le numéro de Liam. Ça a sonné, longtemps. Puis, messagerie. J'ai laissé un message. « Liam, c'est maman. Je voulais juste te dire que je pense à toi, que je t'aime, et que, quoi qu'il se passe, je serai toujours là. Rappelle-moi, s'il te plaît. » J'ai raccroché. Et j'ai attendu. 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Rien. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Liam ne reviendrait pas. Pas tant que Geneviève serait là. Pas tant qu'il serait sous son emprise. Il avait fait son choix. Et ce choix, ce n'était pas moi. Alors j'ai ouvert à nouveau l'enveloppe. J'ai relu la lettre de Charles. Et j'ai appelé Maître Dufresne. « Maître, c'est Isabeau de Saint-Clair. Madame de Saint-Clair, comment allez-vous ? J'ai besoin de vous parler. De la fondation. » Il y a eu un silence. Puis il a dit, d'une voix douce, « Je vous attendais. » J'ai rencontré Maître Dufresne 3 jours plus tard, dans son cabinet du 8e arrondissement. Un immeuble haussmannien, aux murs recouverts de lambris sombres, aux fenêtres donnant sur une cour intérieure silencieuse. C'était le genre d'endroit où l'on parle à voix basse, même quand on est seul. Maître Dufresne avait 65 ans, des cheveux gris impeccablement coiffés, des lunettes cerclées d'or, une voix posée. Il m'a accueilli avec une courtoisie discrète. « Madame de Saint-Clair, je suis heureux de vous revoir, même si les circonstances sont délicates. » Je me suis assise dans le fauteuil en cuir face à son bureau. J'ai posé mon sac. Mes mains tremblaient légèrement. « Maître, j'ai lu la lettre de Charles. J'ai vu les documents. Mais je ne suis pas sûre de bien comprendre. » Il a hoché la tête. « Je vais vous expliquer. » Il a ouvert un dossier épais, rempli de documents annotés. « Votre mari, Monsieur de Saint-Clair, était un homme prévoyant, extrêmement prévoyant. Il a sorti une première feuille. Après son diagnostic, il est venu me voir. Il m'a dit « Je vais mourir, Dufresne, et je veux m'assurer qu'Isabeau sera protégée, quoi qu'il arrive. » J'ai senti ma gorge se serrer. Maître Dufresne a continué. « Nous avons donc créé une fondation privée, la Fondation Charles de Saint-Clair. » Il a tourné une page. « Cette fondation détient l'ensemble du patrimoine familial, à l'exception de la maison de Neuilly qui est à votre nom exclusif. » J'ai acquiescé. Ça, je le savais. Le patrimoine comprend plusieurs propriétés locatives à Paris et en province, un portefeuille d'actions diversifiées, des placements financiers et, il a marqué une pause, et la maison de Levallois. J'ai froncé les sourcils. La maison de Levallois ? Mais c'est Liam qui l'a achetée. Maître Dufresne a secoué la tête doucement. Non, madame. Techniquement, c'est la fondation qui l'a achetée. J'ai écarquillé les yeux. Comment est-ce possible ? Il a retiré ses lunettes, les a nettoyées avec un chiffon. Puis, il m'a regardé. Votre mari a anticipé beaucoup de choses, Madame de Saint-Clair, y compris le fait que votre fils pourrait un jour s'éloigner de vous. Il a continué. Monsieur de Saint-Clair savait que Liam travaillait dans la finance, qu'il gagnait bien sa vie, mais il savait aussi que les revenus de Liam n'étaient pas suffisants pour acquérir une maison de cette valeur. J'ai repensé à la maison de Levallois, grande, élégante, coûteuse. Alors, il a créé un mécanisme, un prêt interne. La fondation a avancé les fonds nécessaires à l'achat de la maison. Officiellement, Liam est propriétaire, mais en réalité, la maison est garantie par la fondation. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Maître Dufresne a remis ses lunettes. Cela signifie que si vous activez la clause de protection, tous les biens liés à la fondation sont gelés, y compris la maison de Levallois. J'ai fermé les yeux. Charles. Il avait tout prévu, jusqu'au moindre détail. Mais pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi ne pas simplement laisser l'héritage à Liam ? Maître Dufresne a soupiré. Parce que votre mari vous aimait, madame, et parce qu'il ne voulait pas que vous soyez oubliée. Il a marqué une pause. Il m'a dit « Liam est mon fils. Je l'aime profondément, mais il a une faiblesse. Il cherche l'approbation des autres. Et un jour,
Quelqu'un pourrait utiliser cette faiblesse contre lui, contre nous, contre Isabeau. J'ai senti les larmes monter. Il a ajouté « Si un jour Isabeau est mise de côté, humiliée, oubliée, je veux qu'elle ait les moyens de se défendre, pas par vengeance, mais par justice. » Je suis restée silencieuse. Tout ce que Charles avait dit, tout ce qu'il avait prévu, c'était exactement ce qui était en train de se passer. Maître Dufresne a refermé le dossier. La clause de protection fonctionne ainsi. Si vous l'activez, tous les comptes liés à la fondation sont gelés. Liam ne peut plus accéder aux revenus des placements. Les propriétés locatives restent sous gestion, mais les loyers sont bloqués. Et surtout, il a levé les yeux vers moi. La maison de Levallois fait l'objet d'une saisie conservatoire. J'ai écarquillé les yeux. Une saisie? Oui. Tant que la clause est active, la maison ne peut être ni vendue ni hypothéquée. Et si les remboursements du prêt interne ne sont pas honorés, la fondation peut demander une pénora. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. En bas, dans la cour, un chat traversait lentement les pavés mouillés. « Maître, combien de temps dure cette clause ?»« Aussi longtemps que vous le décidez. C'est vous qui avez le contrôle. » Je me suis retournée. « Et Liam, il sait ?» Maître Dufresne a secoué la tête. « Non, votre mari ne voulait pas l'inquiéter. Il pensait que cette clause ne serait jamais nécessaire. Il a marqué une pause. Mais il m'a dit, si Isabeau l'active, c'est qu'elle n'a plus le choix. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec un poids énorme sur les épaules. J'avais entre les mains un pouvoir immense, le pouvoir de tout bloquer, de tout geler, de faire comprendre à Liam qu'on ne traite pas sa mère comme une inconnue. Mais je ne voulais pas l'utiliser, pas encore, parce que je continuais à espérer, à croire que Liam reviendrait de lui-même. Les semaines ont passé. Mars, avril, mai. Toujours rien. Liam ne m'appelait plus, ne répondait plus à mes messages. Un jour, j'ai croisé une voisine, Madame Laroche. Elle m'a dit, avec un sourire gêné, « J'ai vu votre fils l'autre jour, au marché, avec sa femme et sa belle-mère. Ils avaient un l'air très proche. » J'ai souri poliment. « Oui, très proche. » Puis, je suis rentrée chez moi, et j'ai pleuré. Un soir de juin, j'ai reçu un message, de Liam. Mon cœur a bondi. J'ai ouvert le message. Il disait « Maman, Clémence est enceinte. On attend un bébé pour janvier. On te tiendra au courant. » C'est tout. Pas de « je t'embrasse ». Pas de « on aimerait te voir ». Juste une annonce, froide, distante, comme si j'étais une relation professionnelle. J'ai relu le message plusieurs fois. Un bébé. J'allais devenir grand-mère. Et mon fils me l'annonçait, par SMS. J'ai répondu « Mon chéri, c'est une merveilleuse nouvelle. Je suis si heureuse pour vous. J'aimerais beaucoup vous voir. Peut-être déjeuner ensemble? Quand tu veux. Je t'embrasse. » J'ai envoyé le message. Et j'ai attendu. 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Pas de réponse. Alors j'ai appelé. Ça a sonné. Longtemps. Puis il a décroché. « Allô? Liam, c'est maman. Je voulais te dire à quel point je suis heureuse pour toi. Pour vous. » Un silence. « Merci. Mon chéri, j'aimerais vraiment qu'on se voie. Qu'on parle. Ça fait des mois qu'on... » Il m'a coupé. « Maman, écoute, on est très occupés en ce moment. Clémence est fatiguée. Geneviève nous aide beaucoup. Ce n'est pas le moment. » J'ai senti mon cœur se briser. « Liam, je suis ta mère. Ce bébé sera mon petit enfant. Tu ne peux pas me tenir à l'écart comme ça. » Il a soupiré. « On verra. Plus tard. » Et il a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Charles, à ce qu'il m'avait dit dans sa lettre. Si un jour tu sens que Liam te trahit, tu peux activer la clause. Était-ce de la trahison? Ou était-ce simplement de l'indifférence? Je ne savais plus. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel, d'un numéro inconnu. J'ai décroché. « Allô ?» Une voix féminine, douce, hésitante. « Madame de Saint-Clair ?»« Oui. Qui est à l'appareil ?»« C'est Clémence. » Mon cœur s'est arrêté. « Clémence ?» ?»« Oui. Je voulais vous parler. En privé. Sans que Liam ou ma mère le sache. » J'ai serré le téléphone. « Bien sûr, dis-moi. » Elle a pris une grande inspiration. « Je voulais vous dire que je suis désolée. Pour tout. Pour le dîner. Pour la façon dont les choses se sont passées. » J'ai senti les larmes monter. Clémence, ma mère, elle contrôle tout. Elle décide de tout. Et Liam, il ne voit rien. Ou il ne veut rien voir. Sa voix tremblait. Je me sens prisonnière. Dans ma propre maison. Dans ma propre vie.
J'ai fermé les yeux. Clémence, pourquoi tu me dis tout ça? Elle a sanglot. Parce que j'ai peur. Peur que ce bébé grandisse dans cette ambiance. Peur que ma mère fasse la même chose avec lui qu'elle a fait avec moi. J'ai senti quelque chose se durcir en moi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Clémence? Un long silence. Puis elle a murmuré, elle m'a volé ma vie. Nous avons parlé pendant 1 heure. Clémence m'a raconté son enfance. Sa mère omniprésente, contrôlante, manipulatrice. Elle choisissait mes vêtements, mes amis, mes études. Et ton père? Il est parti quand j'avais 8 ans. Ma mère dit qu'il nous a abandonnés. Mais je crois qu'il a fui. Elle a marqué une pause. Quand j'ai rencontré Liam, j'ai cru que j'allais enfin être libre. Mais ma mère, elle s'est installée entre nous. Doucement, progressivement, et maintenant, elle a éclaté en sanglots. Maintenant, je ne sais plus qui je suis. J'ai écouté, sans l'interrompre. Puis j'ai dit doucement, « Clémence, tu n'es pas seule. Tu entends? Tu n'es pas seule. » Elle a reniflé. « Merci, Isabeau, merci. Mais pourquoi tu ne dis rien à Liam ?» Un silence. Puis elle a murmuré. « Parce qu'il ne me croirait pas. Il pense que ma mère nous aide, qu'elle nous protège. » Elle a pris une grande inspiration. Et je ne veux pas perdre mon mari. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le salon, le téléphone à la main. Clémence était prisonnière. Liam était aveuglé. Et Geneviève tirait toutes les ficelles. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Ce soir-là, j'ai ouvert à nouveau l'enveloppe de Charles. J'ai relu sa lettre et j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dufresne. « Maître, c'est Isabeau de Saint-Clair. Madame, je veux activer la clause. » Un silence. Puis il a dit d'une voix calme. « Très bien, je m'en occupe immédiatement. » L'activation de la clause a pris 3 jours. 3 jours pendant lesquels Maître Dufresne a contacté les banques, les notaires, les gestionnaires de patrimoine. 3 jours pendant lesquels j'ai à peine dormi. Je tournais en rond dans la maison. Je regardais le téléphone. J'attendais. J'avais peur. Terriblement peur. Pas des conséquences, mais de ce que cela signifiait. Activer cette clause, c'était franchir une ligne invisible qui sépare l'amour inconditionnel de la justice nécessaire. Et je n'étais pas sûre d'être prête. Mais chaque fois que le doute m'envahissait, je repensais à ce dîner, à Geneviève, à son sourire victorieux, à Liam, frappant la table. Présente tes excuses ou quitte ma maison. Et je repensais à Clémence, à sa voix tremblante au téléphone. Elle m'a volé ma vie. Alors je serrais l'alliance de Charles entre mes doigts. Et je me disais, je ne fais pas ça par vengeance, je le fais par nécessité. Le 3e jour, Maître Dufresne m'a appelé. Madame de Saint-Clair, c'est fait. La clause est active. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Tous les comptes bancaires liés à la fondation sont gelés, les revenus des propriétés locatives sont bloqués, et la maison de Levallois, il a marqué une pause, fait l'objet d'une saisie conservatoire. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Combien de temps avant que Liam ne s'en rende compte? Cela dépend. S'il essaie d'accéder au fonds ou s'il reçoit un courrier de la banque? Quelques jours, 1 semaine, au maximum. J'ai respiré profondément. Merci, maître. Madame, sa voix était douce, presque paternelle. Vous avez pris la bonne décision. Votre mari serait fier de vous. J'ai raccroché et je me suis assise dans le salon. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'ai regardé par la fenêtre. Le magnolia centenaire se balançait doucement dans le vent. Et j'ai pensé à Charles. Tu avais raison, ai-je murmuré. Tu avais raison sur tout. Les jours suivants ont été étranges. J'attendais. Je ne savais pas quoi exactement, mais j'attendais. Je faisais mes courses, je jardinais, je lisais. Mais mon esprit était ailleurs. Je me demandais ce que Liam allait ressentir, ce qu'il allait penser. Allait-il comprendre? Allait-il se réveiller? Ou allait-il me haïr encore davantage? Le 5e jour après l'activation, un matin de juillet, on a sonné à ma porte. Il était 9 heures. J'ai ouvert. C'était Liam. Il était méconnaissable, le visage défait, les yeux cernés, les cheveux en désordre. Il portait un jean et un pull froissé. Pas de veste, pas de cravate. Il tremblait. « Maman !» Sa voix était brisée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je suis restée sur le seuil, calme, silencieuse. Je le regardais. Cet homme que j'avais porté, élevé, aimé. Cet homme qui m'avait chassée de sa maison. Entre Liam. Il est entré, comme un automate. Je l'ai conduit dans le salon.
Je lui ai fait signe de s'asseoir. Il s'est effondré dans le canapé. Maman, le banco a tout bloqué. Tous les comptes, tous les placements. Il levait les yeux vers moi, suppliant. L'avocat a appelé. Il dit que la maison est sous saisie conservatoire, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut ni vendre ni emprunter. Il passait ses mains dans ses cheveux. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. On n'a rien fait de mal. On a payé toutes nos factures. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Et j'ai vu dans ses yeux le moment exact où il a compris. C'est toi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Et j'ai dit, d'une voix calme, « Oui, c'est moi. » Le silence s'est abattu sur le salon. Liam me fixait, incrédule. Comment c'est possible? Ton père. Il a écarquillé les yeux. Papa? Oui. Avant de mourir, il a créé une fondation. Une fondation qui gère l'ensemble du patrimoine familial. J'ai marqué une pause. Y compris la maison de Levallois. Liam a secoué la tête. Non. Non, c'est impossible. La maison, c'est moi qui l'ai achetée. Avec mon argent. J'ai souri. Un sourire triste. Tu crois vraiment que tes revenus suffisaient pour acheter une maison de cette valeur? Il a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. La fondation t'a prêté les fonds, Liam. Ton père voulait t'aider, mais il voulait aussi me protéger. Il s'est levé brusquement. Me protéger de quoi? Sa voix montait. De toi, Liam. De tes choix. De ton aveuglement. Il a reculé comme si je l'avais giflé. Mon aveuglement? J'ai hoché la tête. Oui, ton aveuglement face à Geneviève. Il a ri. Un rire amer. Ah, on y vient? Geneviève. Bien sûr, tu ne la supportes pas. Tu ne l'as jamais supportée. Je me suis levée à mon tour. Ce n'est pas une question de supporter ou pas, Liam. C'est une question de lucidité. J'ai fait un pas vers lui. Cette femme a pris le contrôle de ta vie, de ton mariage, de ta maison. C'est faux. Vraiment? J'ai soutenu son regard. Dis-moi, Liam, depuis quand est-ce que tu ne prends plus une seule décision sans l'avis de Geneviève? Il a détourné les yeux. Elle nous aide. Elle vous manipule. Ma voix était ferme, sans colère, juste factuelle. Elle a éloigné Clémence de ses amis. Elle a éloigné Clémence de sa propre vie. Et maintenant, elle t'éloigne de moi. Liam a serré les poings. Tu ne comprends rien. Geneviève a été là quand je n'étais pas là. C'est ça que tu allais dire. J'ai avancé encore d'un pas. Liam, j'ai toujours été là. Toujours. Même après la mort de ton père. Même quand tu ne répondais plus à mes appels. Même quand tu m'as annoncé la grossesse de Clémence. Par SMS. Il a baissé la tête. Tu m'as chassé de ta maison, Liam. Devant cette femme. Tu m'as humilié. Ma voix tremblait légèrement. Tu m'as demandé de présenter mes excuses. Pourquoi? Pour avoir défendu ma dignité? Il a relevé les yeux. Il y avait des larmes dedans. Je pensais que tu comprendrais. Que tu ferais un effort. Pour moi. Pour nous. J'ai secoué la tête. Un effort? Liam, j'ai passé des mois à essayer de te joindre. À t'appeler. À te laisser des messages. J'ai attendu. J'ai espéré. J'ai touché l'alliance autour de mon cou. Mais toi, tu m'as effacé. Comme si je n'existais plus. Il s'est effondré sur le canapé. Il pleurait. Doucement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? J'ai respiré profondément. Je veux que tu ouvres les yeux. Je veux que tu vois ce que Geneviève est en train de faire. À toi, à Clémence, à votre couple. J'ai marqué une pause. Et je veux que tu comprennes que l'amour d'une mère n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on met de côté quand ça arrange. Il a relevé la tête. Et la maison? Les comptes? Tu vas tout bloquer combien de temps? J'ai soutenu son regard. Aussi longtemps que nécessaire. Mais on a un bébé qui arrive. Clémence est enceinte. On a besoin de cet argent. Alors tu sais ce que tu as à faire. Il m'a regardé, incrédule. Quoi? Virer Geneviève? C'est ça que tu veux? Je ne te demande pas de la virer, Liam. Je te demande de reprendre ta vie en main, de retrouver ton intégrité. J'ai fait un pas vers la porte. Et surtout, je te demande de te rappeler qui tu es, le fils de Charles de Saint-Clair. Un homme qui respectait les autres. Un homme qui ne laissait personne humilier ceux qu'il aimait. Liam est resté silencieux. Puis il s'est levé, lentement. Il s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. Papa, il savait? Il savait quoi? Que j'allais te faire du mal. J'ai senti les larmes monter. Non, Liam,
Il espérait que tu ne le ferais jamais, mais il voulait me protéger, au cas où. Il a hoché la tête, puis il est parti. Je suis restée debout dans le vestibule, longtemps après son départ. J'ai entendu sa voiture démarrer, s'éloigner, puis le silence est revenu. J'ai touché l'alliance autour de mon cou, et j'ai murmuré « Charles, j'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. » Ce soir-là, j'ai reçu un message de Clémence. « Isabeau, Liam est rentré bouleversé. Il m'a tout raconté. Ma mère est furieuse. Elle dit que vous êtes une femme cruelle. Mais moi, je vous remercie. Peut-être que maintenant, il va enfin voir. » J'ai relu le message plusieurs fois. Puis j'ai répondu « Prends soin de toi, Clémence, et de ce bébé. Tout va s'arranger. » Mais je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. Geneviève n'allait pas abandonner si facilement. Et Liam devait encore faire un choix, le plus important de sa vie. Les jours qui ont suivi ma confrontation avec Liam ont été étranges. Un silence pesant s'est installé. Pas un appel, pas un message, rien. Je savais qu'il était en train de digérer ce que je lui avais dit, qu'il devait parler à Clémence, peut-être même à Geneviève, mais je ne savais pas ce qui se tramait derrière les murs de cette maison de Levallois. Une semaine après la visite de Liam, j'ai reçu un appel, de Maître Dufresne. « Madame de Saint-Clair, j'ai reçu un courrier, de l'avocat de votre fils. » Mon cœur s'est serré. « Un courrier ? » ?»« Oui, il conteste la saisie. Il demande une levée immédiate de la clause. » J'ai fermé les yeux. « Sur quel motif ? » ?»« Ils prétendent que la Fondation n'a pas le droit de bloquer les biens d'un héritier direct, que votre mari n'avait pas le droit de créer ce mécanisme sans l'accord de Liam. » J'ai senti une colère sourde monter en moi. « Et c'est vrai ?» Maître Dufresne a soupiré. « Non, tout est parfaitement légal. Votre mari a agi dans le cadre de la loi. La Fondation est une entité juridique indépendante, et la clause de protection est inscrite dans les statuts. » Il a marqué une pause. « Mais ils vont essayer de vous faire pression, de vous intimider. » J'ai raccroché, et j'ai compris. Geneviève était derrière tout ça. C'était elle qui avait poussé Liam à consulter un avocat. C'était elle qui voulait récupérer le contrôle. Mais je ne céderai pas. Pas cette fois. 2 jours plus tard, on a sonné à ma porte. Il était 17 heures. Le soleil déclinait doucement sur le jardin. J'ai ouvert. C'était Clémence. Elle était pâle, amaigrie, les yeux rougis. Elle portait une robe ample qui cachait à peine son ventre arrondi. « Isabeau !» Sa voix tremblait. « Je peux entrer ?» Bien sûr. Je l'ai fait asseoir dans le salon. Je lui ai préparé une tisane. Elle la tenait entre ses mains, sans boire. « Clémence, que se passe-t-il ?» Elle a relevé les yeux vers moi, et j'ai vu une détresse profonde. Ma mère, elle est en train de détruire tout. Elle a pris une grande inspiration. Après que Liam soit venu vous voir, il m'a tout raconté. La Fondation, la clause, la saisie. Elle a baissé les yeux. Au début, j'étais soulagée. Je me suis dit, enfin, il va comprendre. Enfin, il va voir ce que ma mère fait. Et elle l'a manipulé. Encore. Clémence a posé sa tasse. Ses mains tremblaient. Elle lui a dit que vous étiez jalouse, que vous ne supportiez pas qu'il ait refait sa vie, qu'il fonde une famille. J'ai senti mon cœur se serrer. Elle lui a dit que vous vouliez le contrôler, que vous utilisiez l'argent comme arme. Clémence a relevé les yeux. Et Liam l'a cru. Je suis restée silencieuse. Elle a appelé un avocat. Elle a organisé des réunions. Elle a tout pris en main. Clémence a essuyé une larme. Moi, j'ai essayé de parler à Liam, de lui dire que ce n'était pas vrai, que vous aviez raison, que ma mère nous manipulait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Elle a secoué la tête. Il m'a demandé de choisir, entre lui et vous. J'ai fermé les yeux. Clémence, je lui ai dit que je ne voulais pas choisir, que ce n'était pas juste, qu'on pouvait trouver une solution. Elle a pris une grande inspiration. Et il m'a dit, si tu ne me soutiens pas, alors tu n'es pas ma femme. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. En bas, le jardin était paisible. Les roses blanches s'épanouissaient, mais moi, je sentais un orage se préparer. Clémence, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a essuyé ses larmes. Je ne sais pas. Je porte son enfant. Je ne peux pas partir. Pas maintenant. Elle a marqué une pause. Mais je voulais que vous sachiez. Que vous n'étiez pas seul. Que je vous crois. Je me suis retournée. Je l'ai regardée. Cette jeune femme fragile, prisonnière de sa propre mère, de son propre mari. Et j'ai ressenti une immense tristesse. Parce que je savais qu'elle aussi était une victime.
Merci Clémence. Elle est partie peu après. En fermant la porte derrière elle, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Liam m'avait choisi. Il avait choisi Geneviève. Et maintenant, il forçait sa propre femme à choisir aussi. Le lendemain, j'ai reçu un autre appel. De Liam, cette fois. J'ai hésité avant de décrocher. Puis j'ai répondu « Allô ? Maman ». Sa voix était froide, métallique. « On doit parler. Je t'écoute. Pas au téléphone. Je viens chez toi. Dans 1 heure. » Et il a raccroché. Je me suis préparée. J'ai mis une robe simple. J'ai attaché mes cheveux. J'ai touché l'alliance de Charles autour de mon cou. Et j'ai attendu. Liam est arrivé à l'heure dite. Il n'était pas seul. Geneviève l'accompagnait. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu, j'ai su. J'ai su que ce qui allait se passer ne serait pas une discussion. Ce serait une guerre. « Bonjour, Isabeau. » La voix de Geneviève était suave, presque chaleureuse. Mais ses yeux étaient glacials. « Bonjour, Geneviève. » Je me suis tournée vers Liam. « Tu aurais pu me prévenir que tu ne venais pas seule. » Il a détourné le regard. « Geneviève a le droit d'être là. Elle fait partie de la famille. Nous nous sommes installés dans le salon. Geneviève s'est assise dans le fauteuil, celui de Charles. J'ai senti une colère sourde monter en moi. Mais je n'ai rien dit. Liam a pris la parole en premier. « Maman, on est venu te proposer un arrangement. » « Un arrangement ? Oui. Tu lèves la clause, tu rends l'accès au compte, et en échange, il a hésité. Geneviève a poursuivi à sa place. « En échange, vous pourrez voir votre petit enfant, 1 fois par mois, sous supervision. » J'ai cligné des yeux. « Sous supervision ? » « Oui. » Geneviève a souri. « Vous comprenez, Isabeau, nous devons protéger cet enfant. Nous ne savons pas comment vous réagissez sous pression. Vous avez déjà montré des comportements imprévisibles. » Je l'ai fixé. « Des comportements imprévisibles ? » « Oui. Bloquer les comptes de votre propre fils, saisir sa maison. C'est, comment dire, plutôt radical. » Elle a croisé les jambes. « Nous voulons juste nous assurer que l'enfant sera en sécurité. » J'ai senti quelque chose exploser en moi, mais je suis restée calme. J'ai regardé Liam. « C'est vraiment ce que tu penses ? Que je suis dangereuse ?» Il a baissé les yeux. Geneviève l'a coupé. « Liam pense que vous avez besoin d'aide, Isabeau, d'un suivi psychologique. C'est normal à votre âge. Le deuil peut être difficile. » J'ai ri. Un rire sec, presque incrédule. « Un suivi psychologique. » J'ai secoué la tête. « Vous êtes incroyable, Geneviève. Vraiment. » Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, puis je me suis retournée. « Laissez-moi vous dire quelque chose, tous les deux. » Ma voix était calme, mais ferme. « Je n'accepterai jamais cet arrangement. Jamais. » Liam s'est levé. « Maman, sois raisonnable. » « Raisonnable ?» J'ai avancé vers lui. « Liam, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. » Il a levé les yeux, avec difficulté. « Cette femme est en train de détruire ta vie, ta famille, ton mariage. Ce n'est pas vrai. Vraiment ? Alors réponds-moi. Quand as-tu pris une décision seule pour la dernière fois, sans l'avis de Geneviève ? » Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Geneviève s'est levée à son tour. « Isabeau, je pense que vous dépassez les bornes. » Je me suis tournée vers elle. « Et vous, Geneviève, vous pensez que vous pouvez tout contrôler ? Mais vous vous trompez. » J'ai fait un pas vers elle. « Vous avez pris le contrôle de la vie de votre fille. Vous l'avez étouffée, isolée. C'est faux. Vraiment ? Alors pourquoi Clémence pleure-t-elle en secret ? Pourquoi a-t-elle peur de vous ? » Geneviève a pâli. « Elle vous a parlé ? » ?»« Oui. Et elle m'a tout dit. » Le silence s'est abattu sur le salon. Liam regardait sa belle-mère, puis moi, sans comprendre. « De quoi vous parlez ?» Geneviève a secoué la tête. « De rien. Isabeau invente. Elle essaie de nous diviser. » Je me suis tournée vers Liam. « Pose la question à ta femme. Demande-lui si elle est heureuse. Demande-lui si elle se sent libre. » Liam a hésité. « Clémence elle est juste fatiguée, la grossesse. » « Non, Liam, ce n'est pas la grossesse. C'est la prison dans laquelle vous vivez tous les trois. » Geneviève a attrapé son sac. « Nous partons. » Elle a regardé Liam. « Viens. » Liam a hésité. Il m'a regardé, une dernière fois, et j'ai vu dans ses yeux une fissure, un doute. Mais il est parti quand même. Je suis restée seule dans le salon. Le silence est revenu. J'ai touché l'alliance autour de mon cou, et j'ai murmuré « Charles, j'ai tout perdu. » Ce soir-là, j'ai reçu un message de Liam. « Maman, je ne veux plus te voir. Tu as fait ton choix. Moi, j'ai fait le mien. »
Ne me contacte plus. J'ai relu le message. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Puis j'ai posé le téléphone. Et j'ai pleuré. Comme je n'avais jamais pleuré. Parce que je venais de perdre mon fils. Définitivement. Les semaines ont passé. Juillet, août, septembre. La vie continuait autour de moi. Mais moi, j'étais figée. Je ne sortais presque plus. Je ne voyais personne. Je restais dans cette grande maison vide, entourée des souvenirs de Charles, des photos de Liam enfant, et je me demandais si j'avais fait le bon choix, si tout cela en valait la peine. Un matin d'octobre, j'ai reçu un appel, d'un numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? Une voix féminine, paniquée. Isabeau? C'est Clémence. Mon cœur s'est arrêté. Clémence? Qu'est-ce qui se passe? Elle sanglotait. J'ai besoin de vous. S'il vous plaît. Venez. Où es-tu? À l'hôpital. L'hôpital Necker. J'ai perdu les os. Le bébé arrive. J'ai raccroché. J'ai attrapé mon sac, mes clés, et je suis parti. En conduisant vers l'hôpital, mon cœur battait à tout rompre. Clémence avait appelé. Moi, pas sa mère. Moi. Quelque chose avait changé. Je suis arrivé à l'hôpital Necker 20 minutes plus tard. J'ai couru dans les couloirs, demandé aux infirmières, cherché le service de maternité. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Enfin, j'ai trouvé sa chambre. Clémence était allongée sur le lit, pâle, les cheveux collés sur le front. Elle était seule, complètement seule. Quand elle m'a vue entrer, elle a éclaté en sanglots. Isabeau. Je me suis précipité vers elle. J'ai pris sa main. Je suis là, ma chérie. Je suis là. Elle pleurait, violemment. Le bébé, il arrive trop tôt. Je suis à 34 semaines. Les médecins disent que ça devrait aller, mais... Chut, tout va bien se passer. Je lui caressais les cheveux. Où est Liam? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas. Il est parti ce matin avec ma mère. Une réunion avec l'avocat. Elle a serré ma main. J'ai essayé de l'appeler. 10 fois, 20 fois. Il ne répond pas. J'ai senti la colère monter en moi. Son fils était en train de naître. Et lui, il était dans un bureau d'avocat avec Geneviève. Et Geneviève? Clémence a détourné les yeux. Elle ne sait pas que je suis ici. Comment ça? Elle a pris une grande inspiration. Ce matin, après leur départ, j'ai commencé à avoir des contractions. Fortes, régulières. Elle a essuyé ses larmes. J'ai appelé une ambulance, toute seule. Mon cœur s'est brisé. Cette jeune femme, enceinte de 8 mois, avait appelé une ambulance, seule. Sans son mari, sans sa mère. Clémence? Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Elle a relevé les yeux vers moi. Parce que Liam m'avait interdit de vous contacter. Il disait que vous étiez toxique, que vous vouliez nous détruire. Elle a secoué la tête. Mais quand j'ai été dans l'ambulance, seule, terrifiée, je me suis dit, qui est vraiment toxique? Celle qui m'a chassée ou celle qui n'est même pas là quand j'ai besoin d'elle? J'ai serré sa main. Tu as bien fait de m'appeler. Une infirmière est entrée. Madame, nous allons vous emmener en salle de travail. Les contractions s'intensifient. Clémence a paniqué. Non, attendez. Mon mari, il doit être là. L'infirmière a souri gentiment. On va essayer de le joindre. Mais en attendant, votre mère est là. Elle peut vous accompagner. Clémence a regardé vers moi. Puis elle a dit, d'une voix claire, « Ce n'est pas ma mère. Mais oui, je veux qu'elle reste avec moi. » On m'a donné une blouse, des surchaussures, et je suis entrée dans cette salle de travail avec Clémence. Moi, pas Liam, pas Geneviève, moi. Les heures qui ont suivi ont été intenses. Clémence souffrait, criait, pleurait. Je lui tenais la main, je lui parlais doucement. « Tu es forte, tu vas y arriver. » Elle serrait ma main à me broyer les os. « J'ai peur, Isabeau. Je sais, mais tu n'es pas seule. Je suis là. » À un moment, elle m'a regardée, les yeux pleins de larmes. Vous savez, ma vraie mère est partie quand j'avais 3 ans. J'ai écarquillé les yeux. Quoi? Elle a hoché la tête. Geneviève, ce n'est pas ma mère biologique, c'est ma belle-mère. J'ai senti un frisson me parcourir. Clémence. Mon père s'est remarié avec elle quand j'avais 4 ans. Ma vraie mère, elle est partie aux États-Unis. Elle voulait refaire sa vie. Sans moi. Elle a fermé les yeux. Geneviève m'a élevée, mais pas comme une fille, comme une possession. Tout s'est éclairé. Geneviève n'était pas sa mère, mais elle s'était approprié ce rôle. Elle avait pris le contrôle de cette petite fille abandonnée, et elle avait passé des années à la modeler,
à la soumettre. Et ton père? Clémence a ouvert les yeux. Il est mort, il y a 10 ans. Cancer. Elle a marqué une pause. Après sa mort, je me suis retrouvée seule avec elle. Complètement seule. J'ai compris alors pourquoi Clémence était si fragile, si effacée. Elle n'avait jamais eu de véritable mère, jamais eu de protection, jamais eu d'amour inconditionnel, juste le contrôle, la manipulation. Clémence, tu n'es plus seule. Tu m'entends? Elle a hoché la tête, et elle a serré ma main encore plus fort. Après 6 heures de travail, le bébé est né. Un petit garçon. 2 kg 800. Petit, mais en bonne santé. Il a poussé un cri. Fort, clair. Et Clémence a éclaté en sanglots. L'infirmière a posé le bébé sur sa poitrine. Clémence le regardait, émerveillée, les larmes coulant sur ses joues. Il est là. Il est vraiment là. Elle a levé les yeux vers moi. Merci, Isabeau. Merci d'avoir été là. J'ai essuyé mes propres larmes. C'est moi qui te remercie. 1 heure plus tard, Clémence dormait. Le bébé était dans une couveuse, surveillé par les infirmières. Je me suis assise dans le couloir, épuisée, vidée, mais aussi apaisée, parce que j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais été là. C'est à ce moment-là que j'ai vu Liam. Il courait dans le couloir, le visage défait, paniqué. Derrière lui, Geneviève marchait rapidement, le visage fermé. Liam m'a vu. Il s'est arrêté net. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis levée. Clémence m'a appelée. Il a écarquillé les yeux. « Elle t'a appelée ?»« Oui, parce que toi, tu n'étais pas là. » Geneviève s'est avancée. « Où est Clémence ?»« Elle dort. Et le bébé ?»« Il va bien. » Liam a reculé, comme sous le choc. « Le bébé est né ?»« Oui, un petit garçon. » Il a porté ses mains à son visage. « Mon Dieu, j'ai raté la naissance de mon fils. » Sa voix se brisait. Geneviève a posé une main sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute, Liam. Tu ne pouvais pas savoir. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si, il aurait pu savoir, s'il avait répondu au téléphone. Liam a levé les yeux vers moi. « Elle m'a appelé 20 fois. » Il a sorti son téléphone, l'a regardé. Puis, il a pâli. 20 appels manqués. 10 messages. Tous de Clémence. Il a regardé Geneviève. « Tu m'avais dit de mettre mon téléphone en silencieux. Pour la réunion. » Geneviève a haussé les épaules. C'était important. L'avocat devait... Ma femme accouchait. Sa voix montait. Mon fils naissait. Et toi, tu m'as dit de couper mon téléphone. Geneviève a reculé. Liam, calme-toi. Non, il a crié. Les infirmières ont tourné la tête. Non, je ne me calme pas. J'ai raté la naissance de mon fils à cause de toi. Il s'est tourné vers moi. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois. De la lucidité. Maman, tu étais là, pendant l'accouchement? J'ai hoché la tête. Oui, Clémence m'a demandé de rester. Il a fermé les yeux. Merci. Ce mot, si simple, si puissant. Il m'a transpercé. Geneviève a essayé de reprendre le contrôle. Bon, maintenant que tu es rassurée, allons voir Clémence et le bébé. Mais Liam a secoué la tête. Non, pas toi. Elle a écarquillé les yeux. Pardon? J'ai dit, pas toi. Le silence s'est abattu sur le couloir. Geneviève le regardait, incrédule. Liam, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que tu en as assez fait. Il a pris une grande inspiration. Rentre chez toi, Geneviève. Elle a ri. Un rire nerveux. Chez moi? Liam, j'habite chez toi. Plus maintenant. Geneviève a pâli. Tu ne peux pas me faire ça. Clémence a besoin de moi. Le bébé a besoin de ses parents. Pas de toi. Il a fait un pas vers elle. Et Clémence a besoin de respirer. Geneviève s'est tournée vers moi, le regard noir. C'est vous qui avez monté mon fils contre moi. Je l'ai regardé calmement. Non, Geneviève, c'est vous qui vous êtes montée toute seule. Elle a attrapé son sac, le visage déformé par la rage. Vous allez le regretter, tous les deux. Puis elle est partie. Ses talons claquèrent sur le sol, secs, violents. Liam était resté là, immobile. Puis il s'est effondré sur une chaise. Il pleurait. « Maman, j'ai tout gâché. Tout. » Je me suis assise à côté de lui. J'ai posé ma main sur la sienne. « Non, Liam, tu n'as rien gâché. Tu viens juste d'ouvrir les yeux. » Il a relevé la tête. « Comment tu fais pour être encore là? Après tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai fait. » J'ai souri. Un sourire triste. « Parce que je suis ta mère.
Il a serré ma main. Je suis désolée, tellement désolée. Je sais. Nous sommes restés assis là, en silence, pendant de longues minutes. Puis Liam a murmuré « Papa, il savait, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Oui, il savait. Et la clause, c'était pour me protéger, pour nous protéger tous les deux. Il a fermé les yeux. Je veux lever la clause, maman. Je veux tout arrêter. J'ai touché l'alliance autour de mon cou. Alors parle à maître Dufresne, explique-lui. Et toi, tu me pardonnes? J'ai regardé mon fils. Cet homme brisé, repentant. Il n'y a rien à pardonner, Liam. Tu es mon fils, et je t'aime. Le lendemain, nous sommes allés voir Clémence ensemble. Elle tenait le bébé dans ses bras. Quand elle a vu Liam, elle a souri, faiblement. Tu es là. Il s'est approché, à genoux devant le lit. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Elle lui a tendu le bébé. Liam l'a pris dans ses bras, et il a pleuré. Il est parfait. Clémence a regardé vers moi. Merci, Isabeau, pour tout. Je me suis approchée. J'ai embrassé le front du bébé. Comment allez-vous l'appeler? Liam et Clémence se sont regardés. Puis Liam a dit, d'une voix douce, « Charles, on va l'appeler Charles. » J'ai senti les larmes monter. Charles, le nom de son grand-père. Il aurait été si fier. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert le tiroir du bureau de Charles. J'ai sorti la lettre. Je l'ai relue, puis j'ai murmuré « Tu avais raison, mon amour. Surtout. » Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. La douleur était encore là, la tristesse aussi. Mais il y avait autre chose, un espoir, fragile, ténu, mais réel. Les semaines qui ont suivi la naissance de petit Charles ont été comme un printemps après un hiver interminable. Liam venait me voir, souvent. Il apportait le bébé. Clémence venait aussi. Nous déjeunions ensemble dans le jardin, sous le magnolia centenaire. Et lentement, très lentement, nous reconstruisions ce qui avait été détruit. Mais je savais que Geneviève n'allait pas disparaître si facilement. Une femme comme elle ne lâche jamais prise sans combattre. Et j'avais raison. 3 semaines après l'accouchement, Liam a reçu un courrier de l'avocat de Geneviève. Elle le poursuivait en justice. Pour expulsion abusive, elle réclamait des dommages et intérêts, une compensation financière et le droit de voir son petit-fils. Liam était assis dans mon salon, le courrier à la main, le visage livide. Elle me poursuit. Ma propre belle-mère me poursuit. Clémence était à côté de lui, le bébé endormi dans ses bras. Je le savais. Je savais qu'elle ferait ça. J'ai pris le courrier, je l'ai lu attentivement. Geneviève prétendait qu'elle avait investi dans la maison, qu'elle avait contribué financièrement, qu'elle avait des droits. C'est vrai? Ai-je demandé. Liam a secoué la tête. Non, elle n'a jamais donné un centime, mais elle a gardé tous les reçus des courses qu'elle faisait, tous les achats pour la maison. Elle prétend que c'était des investissements. J'ai posé le courrier. Maître Dufresne va s'en occuper. Mais maman, et si elle gagne? Et si le juge lui donne raison? J'ai souri, doucement. Elle ne gagnera pas. J'avais raison. Maître Dufresne a étudié le dossier. Il a convoqué Geneviève. Il a exigé les preuves de ses prétendus investissements. Et il a découvert quelque chose que Geneviève avait soigneusement caché. Un après-midi, Maître Dufresne m'a appelé. « Madame de Saint-Clair, j'ai des informations intéressantes. Je vous écoute. » Geneviève Moreau a un historique compliqué. Il a marqué une pause. Elle a déjà fait la même chose, avec son premier mari. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le père de Clémence. Après leur divorce, elle l'a poursuivi en justice. Elle a réclamé la maison, la garde exclusive, une pension alimentaire exorbitante. Et il a tout perdu. Tout. J'ai fermé les yeux. Il est mort il y a 10 ans, n'est-ce pas? Oui, mais ce que Clémence ne sait pas, c'est qu'il s'est suicidé. Le silence s'est abattu sur la ligne. Quoi? Il s'est pendu. Dans son appartement. 6 mois après avoir tout perdu. Maître Dufresne a soupiré. Geneviève a tout pris. La maison, l'argent, la fille. Et lui, il n'a pas supporté. J'ai senti une colère froide monter en moi. Clémence sait? Non. Geneviève lui a dit qu'il était mort d'un cancer. J'ai raccroché. Et j'ai su ce que je devais faire. J'ai appelé Clémence. « Clémence, j'ai besoin de te voir, seule. »« Isabeau, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, c'est important. » Elle est venue le lendemain, sans Liam, sans le bébé. Nous nous sommes installés dans le salon. Je lui ai servi du thé. Puis,
Je me suis assise en face d'elle. « Clémence, je dois te dire quelque chose de difficile. » Elle a pâli. « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai tout raconté. L'enquête de Maître Dufresne, le premier mari de Geneviève, le procès, le suicide. Clémence est restée figée. Puis elle a murmuré « Non, non, ce n'est pas possible. Je suis désolée, Clémence. » Elle a secoué la tête. Elle m'a dit qu'il était mort d'un cancer, qu'il avait souffert, qu'elle s'était occupée de lui jusqu'au bout. Ses mains tremblaient. Elle m'a menti. Pendant toutes ces années, elle a levé les yeux vers moi. Et mon père, il s'est tué à cause d'elle? J'ai hoché la tête. Je crois qu'il ne voyait plus d'autre issue. Clémence a éclaté en sanglots. Je me suis levée. Je me suis assise à côté d'elle. Je l'ai prise dans mes bras. Elle pleurait, violemment. Tout ce temps, j'ai cru que c'était moi, que j'étais le problème, que je n'étais pas assez bien. Non, Clémence, ce n'était pas toi. Ça ne l'a jamais été. Elle est restée longtemps dans mes bras. Puis, elle a séché ses larmes. Elle a relevé la tête. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose de nouveau. De la force, de la détermination. Je vais témoigner contre elle. Clémence, non, Isabeau, je vais le faire. Pour mon père, pour moi, pour mon fils. Elle a serré les poings. Elle ne détruira plus personne. Le procès a eu lieu 2 mois plus tard. Une petite salle du tribunal de Paris. Quelques avocats, un juge. Geneviève était là, impeccable, droite, le visage fermé. Maître Dufresne a présenté les preuves. Les mensonges de Geneviève, son absence de contribution financière, son historique judiciaire. Et puis, Clémence a témoigné. Elle s'est levée, elle est allée à la barre, et elle a parlé, d'une voix claire, ferme. Geneviève Moreau n'est pas ma mère biologique, mais pendant toute mon enfance, elle m'a fait croire que si. Elle m'a isolée de mes amis, elle choisissait mes vêtements, mes études, mon mari. Elle a contrôlé chaque aspect de ma vie, et quand mon père est mort, elle m'a menti. Clémence a regardé Geneviève droit dans les yeux. Vous m'avez dit qu'il était mort d'un cancer, mais ce n'est pas vrai. Il s'est suicidé, à cause de vous. Geneviève a pâli. C'est faux. Elle ment. Mais le juge a levé la main. Silence. Clémence a continué. Pendant des années, j'ai cru que j'étais faible, que j'avais besoin de vous. Mais maintenant, je sais la vérité. Elle a marqué une pause. Vous n'êtes pas une protectrice. Vous êtes une manipulatrice. Le juge a rendu son verdict 3 semaines plus tard. Déboutée. Geneviève Moreau était déboutée de toutes ses demandes. Pas de dommages et intérêts, pas de compensation, pas de droit de visite. Mais ce n'était pas tout. Le juge avait ajouté quelque chose, une ordonnance d'éloignement. Geneviève n'avait plus le droit de contacter Liam, Clémence ou le bébé. Quand le verdict est tombé, Geneviève est restée figée. Puis elle s'est levée. Elle a regardé autour d'elle. Liam, Clémence, moi. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la peur. Elle est partie, seule, sans un mot. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris ce qui lui était arrivé. Elle avait essayé de contacter d'anciennes amies. Personne ne répondait. Elle avait tenté de s'installer chez une cousine éloignée. Elle avait été refusée. Elle s'était retrouvée seule, dans un petit studio de la banlieue parisienne, sans personne. Un jour, j'ai reçu un appel, d'une assistante sociale. « Madame de Saint-Clair ?»« Oui, je vous appelle au sujet de Geneviève Moreau. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui se passe? Elle a été hospitalisée. Une chute dans son appartement. Rien de grave. Mais elle n'a personne. Pas de famille, pas d'amis. Personne n'est venu la voir. L'assistante sociale a marqué une pause. Elle a mentionné votre nom. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser. J'ai fermé les yeux. Geneviève, seule, dans un hôpital. Exactement comme elle avait essayé de me rendre. J'ai réfléchi longtemps, puis j'ai dit « Donnez-lui mon numéro. Si elle veut m'appeler, qu'elle le fasse. » Vous êtes sûr? Oui, mais elle n'a jamais appelé. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'elle avait quitté Paris. Elle était partie dans le sud, près de Toulouse, dans une maison de retraite, seule. Et moi, je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait dit, ce soir-là, lors du dîner. Les mères qui s'accrochent à leur fils finissent toujours seules. Mais ce n'était pas moi qui avais fini seule, c'était elle. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Si vous semez l'amour, vous récoltez l'amour. Si vous semez la manipulation, le mensonge, le contrôle, vous récoltez la solitude.
Un dimanche après-midi, nous étions tous réunis dans le jardin de Neuilly. Liam, Clémence, petit Charles qui commençait à sourire. Le soleil brillait doucement. Le magnolia était en fleurs. Clémence tenait le bébé. Elle l'a levé vers le ciel. « Regarde, Charles, c'est ta grand-mère. C'est elle qui nous a tous sauvés. » Liam s'est approché de moi. Il a passé son bras autour de mes épaules. « Merci, maman. Pour tout. Pour avoir tenu bon. Pour avoir été forte. » J'ai touché l'alliance autour de mon cou. Et j'ai murmuré « Non, Liam. Merci à ton père. C'est lui qui nous a tous protégés. » Ce soir-là, après leur départ, je suis montée dans le bureau de Charles. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti la lettre. Et je l'ai relue une dernière fois. Puis je l'ai pliée soigneusement. Je l'ai rangée. Et j'ai refermé le tiroir. Parce que je n'en avais plus besoin. La bataille était finie. La justice avait été rendue. Pas par moi, pas par vengeance, mais par la vie elle-même. Et Geneviève, elle vivrait désormais avec les conséquences de ses propres choix. Seule, avec personne pour lui tenir la main. Personne pour l'aimer. Parce que c'est ça, le karma. Ce n'est pas une punition qu'on inflige. C'est une vérité qui se révèle. Elle m'avait traité de toxique. Des mois plus tard, j'ai appris qu'elle vivait seule, dans un studio minuscule, sans personne pour répondre à ses appels. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. 2 ans ont passé depuis ce procès. 2 ans pendant lesquels j'ai vu mon petit-fils grandir, marcher, prononcer ses premiers mots. 2 ans pendant lesquels Liam et Clémence ont reconstruit leur couple, leur vie, leur famille. Et 2 ans pendant lesquels j'ai appris quelque chose d'essentiel, que la justice n'est pas toujours immédiate, mais qu'elle finit toujours par arriver. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je suis assise dans mon jardin, sous le magnolia centenaire qui a vu tant de saisons passer. Les pivoines blanches sont en fleurs, comme chaque printemps, et je regarde petit Charles jouer dans l'herbe. Il court, il rit, il est libre. Clémence est assise à côté de moi. Elle tricote une petite écharpe. « Isabeau, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. » Elle a levé les yeux vers moi. « Est-ce que vous regrettez d'avoir activé la clause, d'avoir tout bloqué ?» J'ai réfléchi. Longuement. Puis j'ai dit « Non, je ne regrette rien. » Elle a hoché la tête. Moi non plus. Elle a marqué une pause. Vous savez, parfois je pense à ma mère. Enfin, à Geneviève. Et qu'est-ce que tu penses? Elle a regardé le jardin. Je pense qu'elle était malheureuse, profondément malheureuse, et qu'elle a essayé de combler ce vide en contrôlant les autres. J'ai touché l'alliance autour de mon cou. Tu as sûrement raison. Mais ça n'excuse rien. Non. Ça n'excuse rien. Clémence a souri. Tristement. L'assistante sociale m'a appelée la semaine dernière. Ah oui? Oui. Elle voulait me dire que Geneviève était seule, qu'elle n'avait personne, qu'elle demandait à me voir. Mon cœur s'est serré. Et qu'est-ce que tu as répondu? Clémence a posé son tricot. J'ai dit non. Elle a regardé son fils. Je ne peux pas. Pas maintenant. Peut-être jamais. Elle a essuyé une larme. Je sais que ça peut paraître cruel. Mais j'ai besoin de protéger mon fils, ma famille, moi-même. J'ai pris sa main. Ce n'est pas cruel, Clémence, c'est de la sagesse. Vous croyez? Oui, parce que parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi savoir dire non, savoir poser des limites. Elle a serré ma main. Merci, pour tout, pour m'avoir montré ce qu'était une vraie mère. J'ai souri. Tu es une vraie mère, Clémence. Regarde ton fils, regarde comme il est heureux, libre. Petit Charles a couru vers nous. Il s'est jeté dans les bras de sa mère. « Maman, regarde, j'ai trouvé une coccinelle. » Clémence l'a serrée contre elle. « Elle est magnifique, mon chéri. » Je les ai regardés et j'ai ressenti une paix profonde. Parce que c'était ça, le vrai héritage. Pas l'argent, pas la maison, pas les titres de propriété, mais l'amour, la liberté, la dignité. Liam est arrivé peu après, avec des croissants encore chauds. « Bonjour, maman. » Il m'a embrassé sur les joues. « Bonjour, mon chéri. » Il s'est assis à côté de moi. Nous avons regardé Clémence jouer avec Charles. Puis Liam a dit doucement « Maman, je sais que je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais je veux te le redire. » Il a pris ma main. « Merci. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir tenu bon, même quand je t'ai fait du mal. » J'ai souri. « Tu es mon fils, Liam. Je ne t'abandonnerai jamais. Même quand je suis idiot, surtout quand tu es idiot. » Nous avons ri. Puis il a dit, plus sérieusement, « Tu sais, papa me manque, tous les jours. À moi aussi.
Mais je me dis qu'il serait fier de nous, de ce qu'on a reconstruit. J'ai touché l'alliance autour de mon cou. Oui, il serait fier. Ce soir-là, après leur départ, je suis montée dans le bureau de Charles. Je me suis assise dans son fauteuil, j'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était baigné dans la lumière dorée du crépuscule, et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. La douleur, la trahison, la solitude, mais aussi la force, la lucidité, la rédemption. J'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti une feuille blanche, et j'ai commencé à écrire. Cher Charles, aujourd'hui, je t'écris pour te dire que tu avais raison. Tu avais raison de me protéger, de créer cette fondation, de prévoir cette clause. Tu avais raison de croire en moi, en ma force, en ma capacité à tenir bon. Liam est revenu. Il a ouvert les yeux. Il a compris. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau une famille. Pas parfaite, mais réelle. Vraie. Geneviève a perdu. Pas parce que je l'ai punie, mais parce qu'elle a récolté ce qu'elle a semé. La solitude, l'isolement, le vide. Et moi j'ai gagné quelque chose de précieux. La paix, la sérénité, la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Je porte toujours ton alliance, tous les jours, parce que tu es toujours avec moi, dans mon cœur, dans mes décisions, dans ma vie. Merci, mon amour, pour tout. Isabeau. J'ai plié la lettre. Je l'ai glissée dans le tiroir, à côté de la sienne, et j'ai refermé doucement. Puis, je suis descendue dans le salon. J'ai allumé un feu dans la cheminée. Je me suis installée dans le canapé, avec une tasse de thé, et j'ai regardé les flammes danser. J'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi, ont été mises de côté, oubliées, humiliées, les femmes qui ont perdu leurs enfants au profit de manipulateurs, de parasites, de prédateurs. Et je me suis dit que si mon histoire pouvait en aider, ne serait-ce qu'une seule, alors tout cela aurait eu un sens. Parce que c'est ça, la sagesse. Ce n'est pas d'éviter la douleur, c'est de la traverser, de la comprendre, et d'en sortir plus forte. C'est de savoir dire non quand il le faut, de poser des limites quand on vous marche dessus, de refuser d'être effacée, oubliée, réduite au silence. C'est de croire en la justice, pas celle des tribunaux, pas celle des vengeances, mais celle de la vie. Cette justice silencieuse qui finit toujours par rétablir l'équilibre. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je vis seule dans cette grande maison de Neuilly. Mais je ne suis pas seule. Liam vient me voir toutes les semaines. Clémence m'appelle tous les jours. Petit Charles court dans ce jardin en riant. Et Charles, mon Charles, est toujours avec moi. Dans chaque décision, dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur. La vie m'a tout pris, puis elle m'a tout rendu, différemment, mais plus vraiment. Et si je devais donner un conseil à celles qui m'écoutent, ce serait celui-ci. N'acceptez jamais d'être mise de côté. N'acceptez jamais qu'on vous efface. Vous avez le droit d'exister, de prendre de la place, d'être aimé. Et si quelqu'un essaie de vous faire croire le contraire, levez-vous, partez, et ne regardez jamais en arrière. Parce que la vie vous rendra justice. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais elle la rendra. Et ce jour-là, vous serez debout, digne, forte, libre. Je touche l'alliance autour de mon cou. Je ferme les yeux et je murmure « Merci Charles, pour tout ». Dehors, le magnolia se balance doucement dans le vent. Les pivoines blanches embaument l'air. Et la vie continue. Belle, vraie, juste. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.